Donc je vais commencer par essayer de projeter un petit peu l'objet là qui nous rassemble. Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui ? Je ne sais pas ce qui vous a fait venir, d'ailleurs ça m'intéresserait de voir ce qui vous a intéressé dans cette approche. On va commencer par un petit exercice de prospective, un petit effort d'imagination. Nous sommes... Il y a des enfants qui dorment. Nous sommes... C'est le directeur le plus cool que j'ai jamais rencontré. Donc, on va se projeter dans un scénario catastrophe. Nous sommes en 2050. Je fais l'exercice moi-même. En 2050, j'ai 60 ans. C'est un exercice qui commence mal. 60 ans 2050, au début de l'été, nous sommes en juin, et on vit une période de canicule particulièrement intense en période scolaire. Il fait 45 degrés. Ça dure pendant un mois. Les enfants sont confinés à l'intérieur, ils crèvent de chaud dans des cours qui sont beaucoup trop bitumés. Avec la canicule, évidemment, vient un pic de pollution, puisqu'on n'a plus le choix, quand on a de la chaleur, maintenant il y a des pics de pollution. Donc vous ne pouvez plus aller courir au bord du canal. Moi, je traverse le nuage de pollution pour aller jusqu'à la salle rafraîchissante, parce que j'ai 60 ans, aller à la salle rafraîchissante mise à disposition par la ville de Paris. Heureusement, ça dure un mois, cette période de canicule, et puis ensuite revient la pluie. Mais là, c'est scénario catastrophe, c'est pas la petite pluie qui fait du bien, c'est le gros orage. Un orage violent qui transforme les métros en cascades d'eau, qui transforme les sous-sols des immeubles en piscines. Vous voyez un petit peu ? Ça, c'est si vous êtes à Paris. Après, vous êtes peut-être dans le sud de la France, là vous avez les incendies qui ravagent des hectares et des hectares de forêt. Si vous êtes allé dans nos territoires à l'étranger ou partout dans le monde, eh bien, vous avez aussi des ouragans qui obligent les populations, même dans le sud de la France, à se déplacer, à aller se réfugier, peut-être à venir ici aussi à Paris, dans leur famille. Bon voilà, vous avez passé un bon été, quoi. Et juste, on peut arrêter le scénario ici, juste simplement pour se rendre compte que c'est pas tout à fait un scénario catastrophe complètement inenvisageable, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans une moindre mesure cet été à Paris et dans le monde. Donc vous voyez, là, c'est des conséquences directes du réchauffement climatique. Il y a 50 ans, on en parlait comme si c'était un peu un scénario pas très crédible, quoi. On ne savait pas trop, c'était encore des perspectives, mais c'était basé quand même sur un constat scientifique. Et bien aujourd'hui, nous touchons du doigt réellement quelles sont les conséquences de ce réchauffement climatique, quels sont les risques qu'on encourt. Et le problème, c'est que si, en fait, les conséquences qu'on a aujourd'hui, même si demain on arrête toutes les émissions de gaz à effet de serre qui créent ce réchauffement climatique, les conséquences, elles, vont continuer à s'aggraver. Le réchauffement a une forte inertie, donc en gros, l'émission d'aujourd'hui va avoir un impact demain. Donc ça, c'est le scénario. Voilà. Imaginez qu'on arrête toutes les émissions aujourd'hui, ce sera déjà pire demain. Le scénario que je vous ai donné tout à l'heure, 2050, 50 degrés à Paris, 35 jours de canicule par an, c'est un scénario réaliste, scientifique. C'est vraiment la tendance prospective qui se profile. Pourquoi tout ça, ça arrive ? Je ne vous refais pas un cours et je ne vous fais surtout pas une leçon de morale, mais c'est parce qu'on a un modèle de développement qui considère que nous avons des ressources infinies et qui crée des besoins pour créer à partir de ces ressources une richesse qui est une richesse financière. Ces ressources, finalement, on sait tous qu'elles ne sont pas infinies. Vous avez peut-être entendu parler du jour du dépassement, à peu près, tout le monde. C'est le jour où on consomme plus que ce que la Terre peut régénérer ou que ce que la Terre a à offrir. Donc en gros, on consomme à crédit. Cette année, c'était le 2 août, donc pendant à peu près la moitié de l'année, on consomme plus que ce que la Terre a à offrir. Voilà le type de modèle économique que nous avons aujourd'hui. J'ai mes anti-sèches parce que je ne voudrais pas vous perdre. Donc, c'est complètement dans le désordre. Ça va pas du tout. Voilà. Donc, vous voyez bien, transition tout à fait fluide, qu'il faut qu'on change ce modèle de développement. Et ça tombe bien parce que pour ce nouveau modèle, on a déjà des solutions. On a déjà des expertises techniques, on a déjà des outils qui existent, dont il faut se saisir. Ils existent dans les sciences, ils existent dans la société civile, les entreprises, les associations les mettent déjà en œuvre. C'est un scénario, un modèle de développement qui s'appuie sur deux choses. Déjà, l'atténuation de notre impact sur le réchauffement climatique. Parce que vous l'avez vu, si on continue, même si on arrête tout aujourd'hui, les effets seront déjà plus grands ailleurs, donc après. Donc essayons d'éviter le pire du pire.
Puis la deuxième chose, c'est l'adaptation à ces changements qui sont déjà à l'œuvre aujourd'hui et qui vont continuer à s'amplifier demain. Donc l'atténuation de notre impact, ça passe par quoi? Déjà par la sobriété. La sobriété, c'est tout simplement éviter les consommations qui sont inutiles. Je ne sais pas si vous savez à peu près le nombre de... Enfin, je vais vous le dire. Le nombre de centrales nucléaires, on utilise 2 centrales nucléaires en France pour nourrir des appareils qui sont en veille. Donc c'est le micro-ondes pendant la nuit, le Wi-Fi qui sert à rien pendant que vous dormez, ou voilà, le bibelot là-bas qui est branché mais qui n'est pas utilisé. 2 centrales nucléaires. Et ça marche pareil, enfin ça pose toutes les questions liées au nucléaire, mais ça marche pareil avec le pétrole par exemple. On extrait du pétrole, on le transforme en plastique, ça fait une super barquette à frites qu'on mange dedans et puis qu'on jette. Donc en quelques semaines, vous avez une goutte de pétrole qui s'est transformée en fumée polluante et en gaz à effet de serre, pour finalement un usage qui est relativement limité, quoi. Donc ça, ce sont des consommations inutiles qu'on peut réduire. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a réduit les consommations inutiles, eh ben, on peut mieux consommer. C'est produire plus localement, plus raisonnablement, éviter les émissions de polluants, par exemple les pesticides dans l'alimentation, éviter de faire venir des crevettes qui sont produites en Finlande, décortiquées en Chine, renvoyées en Finlande pour être envoyées partout dans le monde ensuite pour être consommées. On a des crevettes pas loin, on peut aussi manger les crevettes pas loin. Voilà. Donc pour faire ça, pour atteindre ce nouveau modèle de développement, la ville elle a 2 outils qui sont cadres. Vous m'arrêtez, si je suis trop longue, on peut faire des pauses blagues et tout. Hein. La première stratégie, le premier outil, ça s'appelle le plan climat. Le plan climat, il existe déjà depuis un moment. C'est un outil plutôt interne qui donne des objectifs à la ville en disant, voilà, on va réduire de 25% nos émissions de gaz à effet de serre et de consommation énergétique, et on va aussi augmenter de 25% nos productions d'énergie renouvelable. C'est comme ça que, par exemple, dans le 10e arrondissement, à la fin du mandat, il y aura 50% des écoles qui vont être rénovées thermiquement. Donc voilà, il y aura une meilleure efficacité énergétique, des nouvelles ampoules, un meilleur système de chauffage, ce sera mieux isolé, etc. C'est aussi avec cette stratégie-là qu'on a décidé de faire un repas végétarien par semaine dans les cantines du 10e arrondissement. Et on a aussi augmenté la part de produits locaux, issus de l'agriculture biologique, de saison, etc. Donc ce plan climat-là, il est en cours de révision. Il est en cours de révision pour 2 raisons. La première, c'est que déjà, il faut qu'on atteigne les objectifs de la COP21. Et ces objectifs, l'accord de Paris, qui a été signé ici, en gros, il nécessite qu'on divise par 4 nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, autant vous dire qu'on est quand même loin du compte. Par 4 d'ici 2050. Donc c'est la même perspective que ce qu'on imaginait tout à l'heure. Et puis le deuxième enjeu, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'à Paris, l'administration, la ville de Paris, n'avait une prise directe ou indirecte que sur 1/4 des émissions de gaz à effet de serre du territoire. 1/4. Ça veut dire que les 3/4 des émissions relèvent en fait du comportement d'achat, de consommation, de vie des acteurs, donc des entreprises, des industries, des citoyens, des usagers qui passent dans le 10e arrondissement. C'est vraiment le choix quand on met, c'est comme un jukebox, quoi. Quand on met 1 euro dans le jukebox, on peut choisir si on écoute Madonna ou si on écoute du reggae. Et ben là c'est pareil, quand on met 1 euro dans la machine économique, vous pouvez choisir si ça finance de l'énergie de ressources fossiles ou si ça finance des énergies renouvelables en gros. Le problème, c'est que c'est pas toujours facile de faire ce choix. Et ça, en tant que maire adjointe, il faut que je sois consciente. Enfin, j'en suis consciente et je vous le dis. Il faut aussi que vous nous disiez quelles sont les alternatives auxquelles vous n'arrivez pas à avoir accès. C'est-à-dire entre ce comportement idéal que vous voudriez avoir et la situation actuelle, qu'est-ce qui vous manque. Petite anecdote rigolote, j'ai jamais eu autant de partage d'un post sur ma page Facebook que le jour où j'ai dit que la ville offrait 500 lombricomposteurs. Donc on a des centaines de personnes dans le 10e arrondissement qui sont très excitées à l'idée de pouvoir avoir des petits vers de terre qui mangent leurs déchets organiques. Donc c'est le genre de choses voilà, qu'il faut qu'on puisse mettre en place. Qu'on puisse mettre en place l'alternative, ça marche aussi pour tous les biens de consommation et la vie quotidienne en général. Je ne sais plus du tout où j'en étais parce que je vous disais qu'il y avait donc un premier truc. Le plan climat, oui, tout à fait. Ah, mais c'est parce que c'est le verso. On m'avait dit qu'il ne fallait pas faire recto verso. Voilà. Donc le premier enjeu, c'est ça, c'est de
sur le plan climat, le nouvel enjeu, c'est de responsabiliser, de mobiliser vraiment tout le monde, tous les acteurs. Et vous voyez qu'il y a déjà une complémentarité à trouver entre les citoyens, vous, tout un chacun, et la collectivité. Le deuxième outil, donc ça c'était le plan climat, le deuxième outil cadre, qui est tout nouveau, c'est la stratégie de résilience de la ville de Paris. Bonjour monsieur le maire. La stratégie de résilience de la ville, elle a été adoptée au Conseil de Paris lundi dernier, après aussi une longue concertation. Et c'est là où je dois endosser le rôle de Sébastien Maire, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. En gros, la résilience, c'est un concept qui s'applique aussi à l'individu, à la physique, à plein d'autres matières. Mais pour un territoire, ça signifie que c'est sa capacité à pouvoir survivre à un choc violent ou à résister à des tensions chroniques. Donc, cette stratégie-là, en l'occurrence, pour Paris, ils ont identifié plusieurs enjeux prioritaires. Il n'y a pas tous les enjeux, mais ce sont les enjeux majeurs identifiés pour Paris. Vous ne voyez pas grand-chose. Il y a les inégalités sociales, économiques, territoriales, en gros, la cohésion sociale, le risque terroriste et le contexte sécuritaire, le dérèglement climatique, la pollution de l'air, la Seine et les risques liés aux fleuves, que ce soit le risque de crue ou le risque de manque d'eau, et la gouvernance territoriale. Il y a un des enjeux ici qui illustre particulièrement bien la résilience, et qui nous concerne au premier plan, c'est le risque terroriste. On a vécu avec les attentats dans le 10e arrondissement, on a vécu le pire, mais ça a été aussi l'occasion de révéler une partie du meilleur de ce qu'on avait à offrir. Quand je dis on, c'est tout le monde, vraiment tous les acteurs du territoire, les citoyens qui ont ouvert leurs portes, l'administration qui a été très réactive, l'exemplarité des services hospitaliers, etc. Mais, enfin non, c'est pas un mais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une phrase qui est ressortie pendant ces événements, c'est la devise de Paris, qui représente vraiment l'essence de la résilience. Est-ce que vous la connaissez maintenant, parce qu'elle est ressortie quand même régulièrement? Est-ce qu'il y en a qui... C'est fantastique, vous êtes fantastique. Quel public! Fluctuat nec mergitur, qui est la devise de Paris et qui signifie battu par les flots, mais ne coule pas, ne coule jamais. Cette devise, elle est séculaire et elle est intéressante parce qu'elle montre bien que Paris en a vu d'autres. C'est pas le premier choc qu'on a encaissé et qu'en fait à chaque fois on s'en remet. Mais, et c'est ce que disait le général commandant des brigades de pompiers de Paris, quand on présentait la stratégie de résilience, il disait oui, on s'en remet, Paris s'en remet à chaque fois, mais à quel coût? Parce qu'on arrive après la bataille, on est obligé de reconstruire dans l'urgence, on est obligé d'arriver en réparation des dégâts en fait, et ce sont des dégâts matériels, mais aussi des pertes humaines, des problématiques psychologiques. Donc on met énormément de temps en fait à se reconstruire après un choc comme ça. Donc le premier enjeu de la stratégie de résilience, c'est de prévenir plutôt que de guérir. On peut revenir à un argument qui est hyper basique, économiciste, c'est ça coûte moins cher en fait, tout simplement. C'est un peu comme l'éducation. Si vous pensez que l'école pour tous, gratuite, coûte cher, bah essayez un peu l'ignorance. C'est un peu la même logique. Donc pour limiter les dégâts, il faut se préparer, il faut que nous, l'administration, se prépare, qu'on mette en place des procédures d'urgence. Il faut qu'on puisse vous préparer vous aussi pour être capable de connaître, dans le cadre des attentats, ça peut être les gestes qui sauvent, comment réagir, etc. Mais pour une crue, ça peut être pareil, où se réfugier. Qui sait où se réfugier aujourd'hui s'il y a une crue à Paris, dans le centre de Paris? Ben voilà, personne. Donc ça va être un des enjeux. On ne sera pas touché nous dans le 10e arrondissement, c'est vraiment le centre de Paris, c'est pour ça que je dis ça, mais vous allez accueillir des gens du centre de Paris. Du coup. Voilà, donc nous on va quand même pas mal se concentrer sur la question climatique, même si vous voyez dans les enjeux qu'on va la retrouver, les conséquences du réchauffement, on va la retrouver aussi dans d'autres enjeux prioritaires qui ont été identifiés. Où est-ce que j'en étais ? Tout simplement pour dire que voilà, ça c'est une logique qui est nouvelle, c'est de la nouvelle stratégie, c'est assez innovant, mais finalement c'est hyper important. Ça veut dire qu'on change de logique, qu'on va passer à une pensée de long terme, qu'on assume que quand on pose un acte aujourd'hui, quand on est maire, c'est Anne Hidalgo qui disait ça, on est maire, je pose un acte ici, je dois savoir quel est son impact et ses conséquences à 50 ans, à 100 ans, à 1000 ans.
Le temps de faire la politique de l'autruche et de se dire non, non, mais on savait pas, non, mais en fait le réchauffement climatique, on n'avait pas des bons chiffres, etc. Ça, c'est fini, ça, c'est le temps d'avant. Aujourd'hui, on sait, les conséquences, elles sont là. Donc il faut absolument qu'on prenne en compte tous ces enjeux dans les politiques publiques qu'on crée. Donc, tant qu'on y est en fait à préparer le pire, parce que là c'est un peu catastrophiste, désolé, on peut aussi préparer le meilleur. Vous allez voir que les solutions qui sont envisagées, elles préparent vraiment cette société enviable en fait du futur. J'y arrive. Tout passe d'abord par la cohésion sociale. C'est un peu la base de l'organisation humaine dans la société. Plus une société elle est soudée, plus elle s'entraide. C'est pour ça qu'on s'est organisé en ville, en réseau. Et c'est simplement, voilà, s'il y a une catastrophe, quand vous connaissez votre voisin à mobilité réduite, quand vous connaissez la personne âgée qui souffre de la chaleur, bah, vous allez pouvoir les aider. C'est tout simple. Et c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas laisser l'individualisme prendre le pas dans les grandes villes. C'est une raison de base, c'est que c'est la base de notre survie, en fait, collective. Donc, ça, c'est la première... Ah oui, et puis je voulais quand même citer, puisque je trouvais ça très bien, Anne Hidalgo qui disait pendant la présentation de la stratégie, qui citait Martin Luther King en disant nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. Et c'est un peu ça le premier pilier de la stratégie de résilience. C'est une ville inclusive et solidaire qui s'appuie sur ses habitants pour renforcer sa résilience. Et c'est le projet sur lequel on va le plus travailler ensemble. Ça veut dire qu'on est tous une partie de la solution. On peut surmonter n'importe quel choc, à condition qu'on ne renvoie pas chacun à sa propre responsabilité, à sa propre survie, mais qu'on prenne conscience vraiment qu'on a une responsabilité collective et que donc les solutions sont aussi collectives. Donc évidemment, comme on disait tout à l'heure, la collectivité a pleinement son rôle à jouer pour vous permettre de se former, d'avoir accès aux alternatives, de savoir quels sont les bons comportements et les bons gestes à adopter. Mais aussi, la collectivité a un enjeu, a une responsabilité, c'est d'adapter son urbanisme, son organisation physique en fait. Donc ses réseaux techniques, ses flux logistiques, c'est le bâtiment, son espace public, etc. Et ça, c'est ce qui fait le deuxième pilier. Alors, je voulais vous mettre quelques actions, je vous en parlerai après. Le deuxième pilier de la stratégie de résilience, une ville construite et aménagée pour répondre aux défis du XXIe siècle. Et quand on commence à parler d'espace public dans le 10e arrondissement, on commence à toucher un peu du doigt le problème, là, vous l'avez noté tout à l'heure dans l'introduction. Le 10e arrondissement, c'est un des territoires les plus denses du monde. On est 32 000 habitants au kilomètre carré. On a des usages multiples, il y a la plus grande gare d'Europe, une deuxième gare au passage, il y a 3 hôpitaux, il y a des fêtards, il y a une grande mixité sociale, une grande diversité culturelle, un tissu de logement très très dense qui crée une grande promiscuité. Et on va devoir en fait essayer de recréer un urbanisme adapté à ces enjeux de réchauffement climatique. Donc c'est un peu compliqué, mais comment est-ce qu'on pourrait faire par exemple? Je voulais vous mettre 2 exemples. Le premier, c'est transformer les cours d'école en oasis, véritable îlot de fraîcheur. Est-ce que vous connaissez un peu le terme îlot de chaleur? Est-ce que ça rappelle quelque chose? Le principe, c'est que quand vous avez un quartier qui est hyper minéral, vous avez globalement un immeuble, une rue, la chaleur va se répercuter à l'intérieur, ça fait un effet de loupe, et vous n'avez pas d'ombre, vous n'avez pas de végétal, il n'y a aucune présence de l'eau, et du coup ce quartier va être extrêmement chaud. La température réelle, hein, ça fait une vraie différence, c'est pas juste perçu. Donc dans ces quartiers-là, l'enjeu c'est vraiment de créer des espaces verts. Mais comme dans le nord du 10e ou ailleurs dans le 10e c'est hyper dense, c'est pas facile de créer des nouveaux espaces, où on va pas en retirer des bâtiments pour faire quelque chose. Donc une des solutions, ça pourrait être d'utiliser le foncier disponible. On a construit Paris en faisant des usages uniques. Une école c'est une école, un toit c'est un toit, un gymnase c'est un gymnase. Et on pourrait très bien imaginer qu'une école, soit une cour d'école, soit entièrement végétalisée, devienne un espace vert qui est ouvert au public le week-end, utilise ces locaux pour faire venir des associations, par exemple, le week-end, et voilà, devienne aussi un nouveau terrain de jeu pour les enfants, parce que c'est un apprentissage psychomoteur assez riche, quoi, de pouvoir tomber sur une branche de bois, de pouvoir se rouler dans la gadoue, tout ça. Donc en gros, c'est ça l'idée, c'est de pouvoir multiplier les usages dans les équipements publics. Et il y a un troisième pilier, mais sur lequel on va beaucoup moins travailler, qui concerne plutôt
la relation du territoire, enfin de la ville de Paris, avec les territoires qui l'entourent. Donc une ville en transition qui mobilise l'intelligence collective, adapte son fonctionnement et coopère avec les autres territoires. Par exemple, quand on parle d'alimentation, est-ce que vous savez un peu combien de jours on a d'autonomie alimentaire à Paris? Bah voilà, 4, à peu près, 3-4. Bon, 3-4, s'il y a un problème, si on a un problème de récoltes qui sont pourries, si on n'a plus de pétrole pour acheminer l'alimentation qui vient de loin jusqu'à nous, on n'est pas préparé aujourd'hui, quoi. Donc ça va plutôt concerner un peu l'interne de la ville, mais vous avez quand même votre mot à dire sur ces réflexions-là, mais c'est comme les considérations, je veux dire, législatives, tout ce qui va permettre de changer vraiment de système aussi à une autre échelle. Elise Paglas en parlait tout à l'heure, on va les noter, mais ça ne va pas faire le cœur de notre travail ici en arrondissement. Juste pour vous donner quelques idées, il y a quand même cette idée-là, ce projet-là qui est d'orienter les investissements municipaux et les orientations, les choix en fait des politiques publiques vont devoir être étudiés à l'aune des enjeux prioritaires qu'on a identifiés dans la stratégie de résilience. Est-ce qu'un projet permet de répondre à la réduction des inégalités, à la réduction des effets sur le changement climatique, etc., etc. Est-ce que c'est à peu près clair? Ok, j'étais un peu longue du coup. Donc ces deux stratégies, l'objectif c'est... Ok. Ces deux stratégies, l'objectif c'est un peu de changer de logique. Déjà, la première chose c'est de passer du mode de réaction à un mode proactif. C'est vraiment de prévenir plutôt que guérir, comme on l'a vu tout à l'heure. Le deuxième enjeu, c'est pour faire ça, il faut comprendre que les enjeux sont connectés. Donc il faut une prise de conscience globale, il faut comprendre qu'on est un écosystème. Comme on le disait tout à l'heure, c'est pas chacun sa responsabilité, c'est responsabilité collective, donc solution collective. Et l'objectif final, finalement, c'est quand même de construire un territoire dans lequel il fait bon vivre, dans lequel on peut compter les uns sur les autres, dans lequel on peut vraiment vivre pleinement et ensemble. Il ne s'agit pas de faire un territoire de cadres sensibilisés à ces questions-là, etc. Il faut vraiment faire ensemble et prendre en compte toute la richesse et les problématiques du territoire que vous avez identifiées aussi au début. Ce travail-là, il n'était pas juste décoratif. Il faut que vous gardiez en tête ces caractéristiques. C'est ça qui va donner un sens commun en fait à ce qu'on fait ici. Voilà, rapidement pour la présentation de la stratégie. Je vous explique ce qu'on fait là. Quel enthousiasme. Est-ce que peut-être Rémi, tu veux dire un mot? Non, pas forcément. Si, ça me ferait plaisir. Le maire du 10e arrondissement, mesdames et messieurs, Rémi Ferraud. Je ne demandais pas d'applaudissements et je vais vraiment dire un mot. Simplement, merci Léa d'avoir organisé cet après-midi avec des acteurs du 10e très divers et nombreux. C'est vrai que je vais quitter mes fonctions de maire dans quelques jours, mais il ne faut pas que le travail s'interrompe et il faut qu'il se poursuive avec l'équipe municipale qui reste composée des mêmes élus et avec Alexandra Cordebar qui devrait, si le conseil municipal en décide bien, prendre ma succession, parce que cette question de la stratégie de résilience et la volonté de décliner le plan climat au niveau de l'arrondissement, c'est évidemment un travail qui s'inscrit sur le long terme et qui doit dépasser les questions de personnes qui, elles, peuvent se succéder. Donc nous avons vraiment voulu travailler sur cette question dans le 10e arrondissement. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres arrondissements qui s'y soient collés de cette manière. C'était une volonté de l'équipe municipale sur la proposition de Léa Vaza, en lien avec les services de la ville de Paris et notamment Sébastien Maire qui suit ces questions de résilience. Et puis nous y avons travaillé l'ensemble des élus du 10e, puis l'ensemble des services de la ville qui travaillent dans le 10e arrondissement. Et aujourd'hui, on veut associer tous les acteurs du 10e qui veulent bien s'y associer. Et pour avoir une démarche qui soit collective, qui soit partagée, qui nécessite aussi ce que tu as fait dans ton exposé, c'est-à-dire de la pédagogie, pour comprendre de quoi il s'agit, comment on peut s'inscrire dedans. Il y a aussi beaucoup de choses à apprendre, que nous avons chacun à apprendre. Voilà, j'ai appris aussi, Léa Vaza s'est formée aussi à ces questions qui sont complexes, qui sont devant nous
et sur lesquels il y a plein d'initiatives éparses, mais nous ne sommes pas prêts à affronter une crise majeure aujourd'hui. Donc il faut vraiment se mettre à niveau, l'anticiper, l'organiser et fédérer l'ensemble des initiatives, en prendre de nouvelles également. Donc Léa Vaza sera en responsabilité sur ce dossier, je pense. Il y a un SICA qui doit être organisé, je crois, au mois de novembre. On a vraiment voulu une démarche collective, donc merci de vous inscrire dedans et bon courage, bon après-midi de travail aussi. Merci. Les deux mots d'un maire, c'est toujours un peu plus. Et c'était très bien. Merci beaucoup. Donc en effet, sur la démarche, donc c'est la première fois, vous avez été nombreux à me poser la question, c'est une démarche qui n'existe pas ailleurs à Paris. Il y a eu des grandes concertations, vraiment c'est un travail long pour établir le plan climat et la stratégie de résilience au niveau parisien ou métropolitain, mais dans les arrondissements, c'est la première fois qu'on essaye de décliner localement, c'est même le plan climat, mais la stratégie de résilience aussi, c'est encore la première fois qu'on décline les deux en même temps sur un territoire. Donc vous êtes pilote, on tente vraiment une expérience avec vous, c'est pour ça aussi que les retours sont importants sur cette démarche-là. On va tester une échelle. Et puis, alors j'oublie rien. Donc, la consultation. Là, on est encore dans une première étape. On a fait le même travail qu'on va faire avec vous, avec les élus du 10e arrondissement, les directions, donc les espaces verts, la voirie, l'urbanisme, le logement, etc. Des grands partenaires, la PHP, la SNCF, la Caisse des écoles, des associations, et puis maintenant c'est vous. Donc l'objectif là, c'est déjà de défricher, de voir un peu quelles sont nos priorités, quelles sont nos grandes envies. On ne veut pas sortir de la journée aujourd'hui avec un plan d'action très précis, d'accord ? On veut tester, en fait, se poser les bonnes questions et voir ce qu'on peut faire, ce qu'on a envie de faire. Et vers où on veut aller. En gros, on se donne un objectif à 2050. C'est ça un peu l'objet de cette première phase. Il y aura une deuxième phase, qui est vraiment une phase de concertation, où on va se mettre autour de la table et on va croiser les priorités de chacun, les ressources de chacun, les envies, les besoins, etc. Donc les ateliers ne sont pas encore organisés, puisqu'on voulait attendre évidemment d'avoir vos idées et vos envies. Il va y avoir donc, des ateliers de consolidation, et dans le même temps, une plateforme numérique sur Madame la maire, j'ai une idée, c'est la plateforme du budget participatif, qui va vous permettre de déposer... Alors nous, on va déposer les idées que vous aurez eues aujourd'hui, et puis de déposer aussi en ligne toutes les idées des voisins, etc. Donc faites tourner le mot, c'est pas juste aujourd'hui, là ça va durer encore jusqu'en décembre, la concertation. Je me déplacerai aussi chez certaines personnes, si vous voulez, on peut l'organiser, ça me ferait plaisir, pour débattre un peu de ces sujets-là, se poser la question, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, à l'échelle de mon immeuble. Voilà, l'idée c'est de commencer à réfléchir en réseau d'habitants. On a mis en place toute une programmation événementielle. Il y en a une partie qui est cachée, qui concerne plutôt des rencontres entre professionnels, sur la question de l'eau en ville, par exemple, comment intégrer l'eau et le végétal dans l'urbanisme, qui sont des questions un peu plus techniques, mais sur lesquelles vous allez pouvoir agir aussi. Et une programmation qui est disponible sur cet agenda, qui est très très moche, mais qui a le mérite d'être mise à jour régulièrement, qui répertorie à la fois les événements des associations, j'en ai vu là le Carillon par exemple, qui ont des initiatives qui reflètent vraiment ce qu'on veut réussir à créer, ou d'événements que nous avons montés pour débattre d'un sujet en particulier. Donc il y en a encore qui sont en cours de création sur plein de sujets. Je vous laisserai regarder. Voilà. La dernière étape, une fois qu'on aura fait tout ça, on va avoir un plan d'action plus consolidé. Et on va pouvoir le remettre en ligne sur la plateforme numérique, où vous allez pouvoir amender, voter, rajouter des idées, etc. Et puis on votera ce plan lors d'un SICA. Un SICA, c'est un comité d'initiative et de consultation d'arrondissement. C'est grosso modo un conseil d'arrondissement associatif. Donc chacun a voix au chapitre, les citoyens, les associations, les élus. Et ce qui en sortira, c'est vraiment un plan d'action officiel, un vrai document cadre de la mairie du 10e dans lequel on s'engage. Mais on ne s'engagera pas que nous, on s'engagera vous aussi, associations, vous aussi, habitants, vous aussi, entreprises, vous aussi, partenaires. Et puis ensuite, on mettra en place, et c'est là où ça commence la rigolade, puisque à partir de 2018, il faudra aussi mettre en place des outils de suivi, de réflexion, de continuer ce travail de perspective. Les réunions seront attentives, les directions aussi de la ville seront attentives au déroulé des projets, vraiment à la mise en place des projets. Il y en a qui seront mises en place par des assos, il y en a qui seront mises en place que par des citoyens. Donc chacun aura un peu son... On va essayer de créer un outil de suivi, et ça on le réfléchira dans la deuxième phase, selon les projets qui sortiront.
Je crois que j'ai tout dit. Ça va? Donc maintenant, si vous êtes partant, ça vous plaît, je propose aux associations qui sont là, qui vont animer les ateliers, de venir présenter un petit peu les sujets sur lesquels ils vont vous faire travailler. Donc on a choisi 5 enjeux. L'énergie, je vais vous gâcher le suspense. L'énergie, l'alimentation et le compost, l'eau, la chaleur et le végétal, les biens de consommation et les déchets. Il me manque toujours un, c'est jamais le même. La mobilité et l'espace public. Voilà. À chaque fois, on va vous faire vivre un petit jeu de rôle. L'idée, c'est de se projeter aussi dans des profils qui ne sont pas forcément vous-même. Donc, quelqu'un qui est sans-abri, quelqu'un qui est juste passant du 10e, un enfant, etc. Pour que les solutions qu'on arrive à construire soient des solutions collectives, comme on disait tout à l'heure. Est-ce que vous voulez bien me rejoindre du coup? C'est des ateliers qui vont durer 1h30, 2 heures. Ensuite, on reviendra ici en plénière pour faire une restitution. Puis, il y a un petit pot. Et puis, vous pourrez repartir. Et n'oubliez pas de nous donner votre contact pour être tenu informé. Simplement, j'oublie un truc. Il y a un dernier atelier qui n'en est pas un, qui est un atelier fil rouge dans lequel on sera présent pour pouvoir, si vous avez des questions, si vous avez des envies particulières que vous ne retrouvez pas dans les ateliers, n'hésitez vraiment pas à venir à cet endroit-là. On sera dans le hall. Et voilà. C'est bon? Pardon? Il est 15h15, oui, tout à fait. Ok, on commence par qui? Dans l'ordre, c'est pas bête. Ils ont 2 minutes pour présenter, c'est vraiment juste pour vous donner envie d'y aller. Et ensuite, ils expliqueront plus en détail dans l'atelier, les enjeux, etc. L'énergie. Allez. Merci Léa, bonjour à tous. Alexandre Guillot, donc moi j'habite le 10e à Louis Blanc, donc je suis très content d'être là aussi et de participer à cet après-midi. Et je suis accompagné de Fabrice Gentot, qui n'habite pas le 10e arrondissement, mais qui est quand même là. Donc nous, en fait, on appartient à l'association Enercitif, Fabrice à l'asso Enercol, mais qui est membre du réseau, on va dire, Enercitif. Donc je crois qu'il y a un enjeu de timing, donc je vais être assez rapide. On m'a demandé de présenter en 2 mots les enjeux énergétiques qui se posent aujourd'hui en France et plus particulièrement à Paris. Donc vous n'êtes pas sans savoir que la consommation de l'énergie augmente dans le monde. On a une conso globale de 18,5 MTEP. Alors MTEP c'est quoi? C'est en fait l'unité de mesure, TEP c'est équivalent pétrole, donc l'unité de mesure de la consommation. En France elle diminue légèrement, on est passé de 4 TEP, donc tonnes équivalent pétrole par habitant à 3,8 ces dernières années, donc c'est une baisse marquée mais qui n'est pas encore significative. Et en fait la question qui se pose c'est vraiment celle du mix énergétique. Donc quand on parle du mix énergétique, on parle souvent de la production, il ne faut pas oublier la consommation. Donc aujourd'hui, le mix énergétique en matière de production, le système énergétique français il est encore très dépendant du pétrole. Donc 75% du pétrole, excusez-moi, du nucléaire, 75% de l'énergie que la France produit est d'origine nucléaire. Les énergies renouvelables ne représentent qu'une quinzaine de pourcents. Et alors, pourquoi je parlais de la consommation? Parce que c'est également clé, en fait. Quand on parle de conso, on est à 30% de l'énergie consommée en France qui est d'origine fossile, donc le pétrole et le gaz. Une quarantaine de pourcents, enfin 42,5% l'année dernière de nucléaire, et seulement une dizaine de pourcents de l'énergie consommée provient de sources renouvelables. Donc la loi de transition énergétique dont a parlé Léa dans son propos introductif pose quand même des jalons ambitieux. On veut réduire la part du nucléaire en France dans des proportions significatives et accroître celle des énergies renouvelables. Donc quand on parle de l'énergie, en fait, à quoi ça sert? Ça sert principalement à la chaleur, particulièrement en ville, se chauffer, au transport, 34%, et à l'électricité spécifique. Alors ce qu'on appelle l'électricité spécifique sont tout simplement les petits appareils électroménagers, l'éclairage, etc. Donc en fait, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup de choses. La chaleur, la rénovation énergétique des logements peut permettre de répondre à cet enjeu. Les transports alternatifs, les transports propres, l'autopartage, Autolib. Par exemple, on est
on est un modèle, et l'électricité spécifique, l'exemple de la veille des appareils dont parlait Léa dans son introduction est également clé. On n'est pas obligé de mettre en veille son ordinateur, on peut l'éteindre tout simplement. Alors en Île-de-France, la situation est la suivante. On produit une part infime de l'énergie que l'on consomme en Île-de-France. Alors ça ne veut pas dire que les ambitions n'existent pas. Donc le SRCAE, qui est un document cadre stratégique climat, air, énergie, en schéma régional climat, air, énergie, vous me corrigez si c'est pas juste, vise à 2020 à ce que les ENR, alors ENR et R, le ER c'est les énergies renouvelables et de récupération, donc les déchets, la biomasse, etc., représente 11% de l'énergie produite en 2020. C'est quand même largement en deçà des objectifs nationaux. En revanche, sur 2050, et ça fait aussi écho aux déclarations récentes de la maire de Paris et des objectifs affichés, là, la part des ENR et R sera beaucoup plus importante. La maire de Paris vise notamment à ce que la ville soit 100% renouvelable en 2050. Donc je ne vais pas revenir sur Paris, je vais passer assez rapidement. Et alors nous, Enercitif, donc, qui on est une association, un collectif de citoyens qui s'est retrouvé autour du budget participatif l'année dernière. On a été retenu au titre du budget participatif. Et en fait, la mairie de Paris a rapproché les différents porteurs qui avaient déposé une demande au titre du budget participatif pour ne faire qu'une seule association. Donc nous, on est membre du réseau Énergie Partagée, et en fait, notre idée, elle est très simple, c'est d'identifier des toitures dans la ville de Paris et de monter des centrales de photovoltaïque dans un premier temps, qui soient finalement gérées par des coopératives de citoyens. Voilà, je suis désolé, j'ai été un petit peu long, on aura toute l'occasion d'y revenir sur la table de l'énergie. Je veux juste laisser Fabrice dire un mot sur le projet qui est porté par Enerscol avant de passer la main aux autres assos. Je serai très rapide. Oui, donc je suis là juste au titre d'Enerscol, qui est dans la même optique qu'Enercitif, sauf que nous on se concentre plus sur des bâtiments scolaires, avec un projet pédagogique aussi pour sensibiliser les jeunes générations à la transition énergétique. Voilà, j'ai fini. Je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous dire que le plan climat de la ville de Paris, il est en cours de révision, et que le futur plan climat, il va poser comme objectif d'avoir une ville neutre en carbone en 2050. C'est hyper important, c'est rarement affiché comme ça, c'est vraiment un objectif qui peut nous amener loin et tous ensemble. Voilà, merci d'avoir précisé, parce qu'en effet, après, on décline sous tous les angles, c'est 100% renouvelable, zéro déchet, etc., etc. Ok. Deuxième atelier, c'était... Espace public et mobilité, avec Paris sans voiture. Bonjour à tous, donc je m'appelle Mariella et voici Delphine. On fait partie du collectif Paris sans voiture, qui est un collectif d'habitants qui est à l'initiative de la journée sans voiture à Paris, dont la première édition a eu lieu en septembre 2015 et la dernière était donc le dimanche dernier, le 1er octobre, sur tout Paris pour la première fois. Alors pourquoi on a fait ça ? D'une part pour se laver les yeux de la place qu'on a laissé prendre à la voiture dans notre ville et dans notre vie, et pour ouvrir sur des futurs désirables, pas seulement dans le 10e, mais un petit peu sur tout Paris. Alors ce qu'on fait toute l'année, c'est d'une part asticoter la ville, nous en tant que citoyens, donc la ville de Paris, d'autre part faire des animations le jour J, donc dimanche dernier on a fait une grande parade sans moteur et on a empoussiné la ville, et pendant toute l'année on fait aussi des actions de sensibilisation, et plutôt en s'amusant, et on vous a préparé une petite surprise. Il y en a peut-être qui pourraient regarder derrière leur chaise. Voilà, devant les chaises ou derrière, voilà. Donc pour les plus chanceux, il s'agit d'air pur, une bouteille d'air pur. Et pour les malchanceux, c'est de l'air de Paris, cuvée 2016. Rémi, comme vous partez, on va vous en donner un cadeau spécial. Un cuvée diesel qu'on a récupéré au dernier pic de pollution en décembre dernier, et puis de l'air pur aussi, en espérant qu'il ne soit jamais à acheter. Donc c'est l'air de Paris qui a été embouteillé pendant un pic de pollution.
donc en décembre 2016, pic de pollution qu'on a connu ces derniers temps et qui vont sans doute on va en connaître davantage encore dans les années à venir. Le trafic routier est un gros émetteur de gaz à effet de serre et avec la raréfaction des ressources naturelles, il va falloir trouver d'autres moyens de se déplacer et de se déplacer moins aussi. Donc on vous propose de venir discuter de ces enjeux, comment mieux se déplacer, comment partager nos rues, comment aménager l'espace et le temps, dans cet atelier sur l'espace public et la mobilité, de façon à la fois ludique et sérieuse, avec des quiz, des jeux de rôle. On va peut-être provoquer aussi une catastrophe. Voilà. Et voilà. Et juste pour finir, quand on dit espace public et mobilité 2051, ça a l'air totalement abstrait et très loin. Alors, pour que ça ne le soit pas, il y a Hugo et Adèle qui nous ont prêté leurs chaussures. Ils ont 4 ans, ils auront 30 ans en 2050. Ils vont nous accompagner dans cet atelier avec leurs espoirs. Ça, elles sont 3. Bonjour. Ça a l'air d'être nous, oui. Biens de consommation et déchets. Je suis Simon de Zero Waste Paris et Diane. de Zero Waste Paris également. Oui. Alors nous, on est une association qui milite en fait pour la réduction des déchets à la source, donc principalement par de la prévention. Donc on fait de la formation, de la sensibilisation, et également on fait du lobbying un peu aussi politique, législatif, pour faire avancer la démarche et qu'on puisse réduire vraiment les déchets chez nous et aussi avoir un traitement plus respectueux de l'environnement. Aujourd'hui, on va vous parler on va imaginer si les déchets disparaissaient. Ouais, en fait, on vous propose de faire le point un peu sur la situation actuelle, du point de vue des déchets, mais donc aussi des ressources. Avant d'être des déchets, c'était des ressources. Zero waste, en fait, le mot waste englobe le principe de déchets, mais aussi de gaspillage. Donc c'est vraiment essayer de faire le point un peu sur tout ça, les questions de surconsommation et de gestion des déchets. Et puis ensuite, trouver des pistes ensemble, réfléchir ensemble pour voir comment aller vers cet avenir souhaitable qu'on va essayer de définir, après avoir vu un peu des scénarios catastrophes. Donc voilà, donc on vous propose effectivement un jeu de rôle pour essayer de se mettre dans la peau de différents usagers et trouver des grandes lignes, des solutions qui vous conviennent le mieux. Et voilà, Et oui. Non, c'était juste pour dire mythe ou opportunité, parce qu'aujourd'hui, les déchets, ça fait... la disparition des déchets, c'est un peu un mythe, parce qu'on met notre poubelle devant chez nous, elle disparaît miraculeusement, mais on sait bien qu'en fait, elle va quand même quelque part et que c'est problématique. Et voilà, donc plus réfléchir du point de vue des opportunités que ce constat amène, et voilà, réfléchir ensemble quelles peuvent-elles être. Voilà. À tout à l'heure. 4D pour la chaleur, l'eau et le végétal. Merci. Donc l'association 4D, Dossier débat pour le développement durable, on appelle ça aussi un think tank citoyen pour les transitions. Petit pédigré, nos locaux sont à côté du jardin Villemain ou à côté du café A, selon. Et moi je suis une enfant du 10e, j'ai grandi ici jusqu'à mes 30 ans. Ce qu'on souhaite faire, c'est se projeter en 2050, comme beaucoup ici, à travers des personnages qui viennent de modélisation qu'on a fait, des scénarios énergétiques qui ont été posés sur la table pendant la COP21. Donc nous, on va vous emmener avec Katia. Katia, c'est celle qui est au milieu. Elle est mère célibataire, elle vit en HLM. Et puis on verra avec ceux qui sont dans l'atelier où on la mettra, enfin où elle vivra exactement dans le 10e arrondissement. Et à côté, on verra les différentes solutions et les différents enjeux qui se posent en termes de mode de vie. On l'a dit. Divisé par 4 les émissions de gaz à effet de serre, rien qu'en France, c'est essentiellement aussi de l'ordre du comportement. Mais le comportement, c'est pas que ma responsabilité. C'est ce que la ville met en place, soit pour moi en termes de subventions, soit en termes effectivement d'offres, comme on le disait sur la mobilité. Et puis, on verra notamment que Katia, la question de l'eau, elle va se poser dans son quotidien par rapport à l'amélioration de son niveau de vie. Il n'y a pas d'espace vert, on a dit, les espaces verts c'est important, même aujourd'hui on en veut, mais il n'y a pas d'espace vert sans eau.
Et cette eau, un peu comme mes prédécesseurs, on la voit un peu comme un déchet. Il pleut, pof, ça s'en va très loin, et puis après, ça va peut-être coûter une certaine somme pour pouvoir la traiter, et puis on va revenir que par des logiques de canalisation. Alors qu'il y a déjà un certain nombre d'autres solutions. Le 21 juin, on s'est promené avec des enfants, on s'est promené avec des adultes pas très loin, plutôt vers la Grange Aubel, et ils avaient plein d'idées. Alors ils avaient même un mur végétal avec des cascades assez magnifiques, s'ils nous ont trouvé. Ça peut faire effectivement l'objet de Madame la maire, j'ai une idée. Et donc, on a comme ça un certain nombre de cartes à jouer, de solutions qui peuvent être discutées et qui peuvent vous mettre acteur d'aménagement, soit collectif, soit en termes de comportement. Et c'est ça qu'on va voir tout au long de cet atelier. Merci. Pour l'alimentation, Ecodo Initiative, est-ce que... Bonjour, je m'appelle Shafik. Alors moi je ne suis pas une association, Ecodo Initiative c'est un bureau d'études d'ingénierie et notre métier c'est de faire tous les calculs qui nous permettent de savoir quels sont les impacts des activités humaines sur l'environnement. Juste pour vous donner un exemple de ce qu'on fait actuellement, on est en train de faire le bilan carbone de la restauration collective de la ville de Paris. Voilà, donc on va pouvoir donner des chiffres et mettre des chiffres sur ce sujet. Et autre projet sur lequel on travaille, qui est un peu plus destiné aux citoyens, on a créé une application mobile que vous pouvez télécharger si vous voulez, qui s'appelle Étiquetable. C'est une appli mobile gratuite, participative, qui vise à accompagner tous ceux qui veulent aller vers l'alimentation durable. Donc quand ils font leurs courses, les fruits et légumes de saison, les poissons qui sont menacés, des recettes bas carbone, la liste des restaurants qui sont engagés, bio, locavore, végétariens, etc. Enfin voilà, c'est un projet vraiment destiné au grand public et soutenu par l'ADEME et par d'autres institutions. Et donc c'est à ce titre que je participe aujourd'hui à ces ateliers. Que dire de plus? J'ai mis juste quelques chiffres. L'alimentation, c'est quand même pas un sujet mineur quand on parle de plan climat ou de changement climatique. L'alimentation est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre de l'activité humaine. C'est un peu plus que les transports, un peu plus que l'énergie des bâtiments. Donc c'est vraiment un sujet majeur et si on ne le traite pas, on passe à côté de quelque chose. Et en même temps, le changement climatique a un impact sur notre alimentation. C'est-à-dire que l'alimentation est responsable du changement climatique et en plus elle en subit les conséquences. Quelques autres chiffres, ça touche plein de choses, l'alimentation. On jette 150 kg de nourriture par an et par personne en France, sur toute la chaîne, c'est pas vous personnellement. Il y en a un tiers qui est chez vous, qui est jeté, donc qui n'est pas consommé, qui est gaspillé. Donc tout ça, c'est de la nourriture qui n'est pas consommée. 90% des espèces de poissons qu'on pêche sont soit déjà en danger d'extinction, soit au maximum des stocks de renouvellement. Donc c'est un vrai sujet. Je ne sais pas si vous faites attention quand vous achetez du poisson aux zones de pêche, etc. 50% des fruits et légumes contiennent des pesticides, là je ne vous apprends rien. On en mange tous les jours. L'alimentation c'est très important aussi, c'est 10% des emplois directement liés à l'alimentation. Et puis c'est vital, ça fait partie des budgets des ménages, donc 3 600 € par an pour le budget alimentation d'un ménage, c'est à peu près 20% du budget destiné à l'alimentation. Donc l'idée tout à l'heure dans l'atelier, c'est d'essayer de réfléchir à tous ces enjeux et quelle serait une alimentation durable en 2050 et comment répondre aux enjeux, au fait que par exemple on a 4 jours d'autonomie alimentaire à Paris. Voilà. Donc tous les ateliers sont au 5e étage, vous pouvez y accéder... Oh, non, il y a 5 ateliers au 1er étage. C'est pour vous faire du sport un petit peu. Vous passez par la cafétéria qui est juste ici à gauche, vous pouvez prendre un petit café et des gâteaux aussi pour les ateliers au passage. Et donc du coup, est-ce que vous avez tous à peu près choisi un atelier? On essaye de faire des groupes un peu homogènes d'une dizaine de personnes. Est-ce que vous avez fait votre choix? Vous avez repéré les personnes? Ok. De toute façon, vous montez au premier, puis vous pourrez voir dans le couloir, c'est affiché sur les portes. On se retrouve ici tout à l'heure pour un petit débrief et un pot.